Un appel d'offres pour travaux de charpente révèle qu'en 1539, Charles Péan de Brie commence à édifier à la place de l'ancienne forteresse médiévale de Serran un château dans ce style Renaissance qu'il a découvert pendant les guerres d'Italie. Il construit la tour nord, l'escalier et la moitié du corps de logis, schématisé ici en rouge. Mais, faute de moyens, les constructions s'arrêtent. Le corps central et la tour sud, ici au premier plan, sont édifiés par Guillaume II de Bautru, qui acquiert le château en 1636 après plusieurs propriétaires. Guillaume de Bautru, conseiller d'État sous Louis XIII et Louis XIV, est le second grand bâtisseur de Serran. Il édifie également l'aile nord, en haut à droite, la moitié de l'aile sud et les deux pavillons. Son respect scrupuleux des plans et du style architectural d'origine laisse penser que le château a été érigé d'un seul jet. La petite-fille de Guillaume, Marguerite de Bautru, marquise de Vaubrin, achève l'aile sud en faisant construire vers 1700 une chapelle surdimensionnée, dessinée par Jules Hardouin-Mansart, architecte favori de Louis XIV. Puis elle commande au célèbre sculpteur lyonnais Antoine Coisevaux un mausolée où elle apparaît pleurant le corps de son époux, tué en 1675 à la bataille d'Altenheim. En 1749, Madeleine Diane de Vaubrin, duchesse d'Estrées, dernière descendante de Guillaume de Bautru, veuve et sans enfant, vend le domaine de Serran à une famille d'armateurs nantais du nom de Walsh. Cette vieille famille irlandaise, volontairement exilée en France par loyauté envers les Stuarts détrônés, permet à Serran de traverser la Révolution française sans encombre. Ils accueillent de grands personnages à Serran, dont Napoléon Ier et Joséphine, en août 1808. La chambre de Napoléon a été conservée dans son état de l'époque. Napoléon et Joséphine restent moins de 2 heures à Serran. En effet, la première défaite des armées impériales à Belen en Espagne préoccupe gravement l'empereur qui s'éclipse rapidement. La cour arbore les armoiries des principaux propriétaires, celle de Péan de Brie sur l'aile nord, celle de Guillaume de Bautru sur l'aile sud. Le W des Walsh décore la grille d'honneur côté cour et, côté jardin, on découvre leur emblème, un signe au cou transpercé d'une flèche, avec cette devise « Transpercé mais vivant ». En 1830, Valentine Walsh de Serran épouse le duc de la Trémouille. C'est ainsi qu'une des plus vieilles familles de France, dont la généalogie remonte au XIe siècle, va unir son destin à celui du château. Leur fils appose un blason aux armes des La Trémouille au-dessus de l'entrée principale avec la devise « Jamais hors de l'ornière ». L'antichambre est ornée des portraits, entre autres
de Guillaume II de Bautru et d'Antoine-Philippe de la Trémouille, général des armées vendéennes. Le grand salon est agrémenté de tapisseries bruxelloises du XVIe siècle représentant des combats d'animaux et de statues de Coisevaux. Le mobilier est d'une riche variété car le château n'a jamais été attaqué ni dévasté. De plus, il a été acquis par les propriétaires successifs avec l'ensemble de son contenu. L'un des joyaux du grand salon est l'exceptionnel cabinet en ébène créé par Pierre Goll. Ce meuble d'apparat, dont il n'existe que 3 exemplaires, faisait partie de la dot de mademoiselle de la Bazinière pour son mariage avec Guillaume II de Bautru. Complétée par les ouvrages appartenant au duc de la Trémouille, la bibliothèque affiche 12 000 volumes imprimés du XVe au XIXe siècle. On y trouve notamment une édition originale de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert et les fables de La Fontaine illustrées par Oudry. La salle à manger contient des tapisseries flamandes d'Oudenarde du XVIIe siècle, une table empire estampillée Jacob, des flambeaux en bronze de Thomire et des biscuits de Sèvres représentant des scènes de chasse. La chambre somptueuse offerte par le duc de la Trémouille à son épouse est ornée d'une magnifique tapisserie du XVIIe siècle d'inspiration chinoise représentant la cérémonie du thé. Le salon d'habillage attenant, très lumineux, donne sur la partie sud du parc. Ces appartements ont été occupés par la reine-mère d'Angleterre en 1981, peu avant le mariage du prince Charles avec Lady Diana. Les chambres du prince et de la princesse de Tarente captivent le visiteur, ainsi que bien d'autres appartements. Le titre de prince de Tarente était réservé à l'aîné des fils La Trémouille pour rappeler les prétentions de la famille au trône de Naples. Il serait dommage de quitter le château sans découvrir le sous-sol avec son immense cuisine et les curieuses fresques sur les murs du réfectoire du personnel et de la lingerie. Les propriétaires actuels, le prince et la princesse de Mérode, sont des descendants des La Trémouille et habitent le château toute l'année.